On s'était dit que c'était peut-être aussi un peu pompeux. Bref, derrière cette idée de élever autrement pour consommer différemment, la volonté de cette table ronde, c'est d'interroger un contexte sociétal que vous connaissez peut-être aussi bien que nous. Ce contexte, il nous met aux prises de changements climatiques qui sont sans précédent, d'une baisse de la biodiversité, qu'elle soit sauvage ou domestique comme ici, qui elle aussi est sans précédent, avec un corollaire sur la qualité de l'eau qui est également très important, sur la qualité des sols. Je ne vous fais pas de dessin, il y a eu énormément de documentaires et tout ce qu'il faut en littérature pour nous montrer que tout ça, c'est une réalité avec laquelle il faut composer. Et dans ce contexte-là, par rapport à l'élevage, il survient aussi quelque chose. Ce quelque chose, c'est l'expression d'une défiance. Une défiance à l'égard de la viande et de la consommation de viande. De fait aussi, une défiance à l'égard d'un certain mode d'élevage que les vidéos que vous avez tous pu voir tourner dans les abattoirs sont un peu la traduction la plus connue. Et le mouvement, souvent, qui les a portés, le mouvement vegan, en est aussi l'expression, j'ai envie de dire, assez radicale de cette défiance-là. Donc comment on fait avec cette défiance? Et comment l'élevage, puisque c'est bien de lui qu'il s'agit, compose avec cette défiance qui est une défiance de consommateur, de citoyen? Donc c'est la question à laquelle on va tenter sinon de répondre, au moins on va essayer de l'éclairer. Et pour en parler, on a un plateau qui est vraiment très chouette. Je le dis sincèrement parce que je les ai tous eus au téléphone pour préparer cette table ronde avant. Vous en connaissez peut-être une partie. Ils ont tous une histoire derrière eux, ils sont porteurs d'une histoire et ils participent tous déjà depuis de longs mois, de longues années à ce débat-là. Alors je vais commencer à droite avec Fabrice Nicolino. Donc Fabrice Nicolino est journaliste comme moi. Le titre le plus célèbre auquel il collabore, c'est Charlie Hebdo. Voilà. Et Fabrice, c'est aussi une vingtaine d'ouvrages qui ont été réalisés, tout un tas d'articles, mais en tout cas une vingtaine d'ouvrages, beaucoup tournant autour du thème de l'alimentation, dont un qui justifie peut-être encore un peu plus sa présence aujourd'hui, qui a été écrit il y a une dizaine d'années, qui s'appelait Bidoche. Et Bidoche, c'est un livre sur l'histoire de l'industrie de la viande, porté un regard extrêmement critique. Et Fabrice, si on l'a fait venir, c'est avec toute cette expertise, tout ce travail qu'il avait déjà mené, pour nous éclairer un peu sur le parcours de l'industrie de la viande, son histoire, pour essayer de nous expliquer aussi pourquoi on en est là. Émilie Janin. Donc Émilie, elle est éleveuse de charolaise dans l'Auxois, donc dans le département de Côte-d'Or. Sa ferme s'appelle la ferme de Linières, c'est à Beurizot, voilà. C'est un élevage extensif, près de 200 hectares de prairies, sur une ferme qui avait été créée par son père au début des années 80, Christian. Son père qui avait lancé lui-même une boucherie à la ferme. Et Émilie a repris donc la ferme en 2006, suivie de son frère Brian en 2010. Elle est syndiquée à la Confédération paysanne. C'est pas le pourquoi elle est ici. Le pourquoi elle est ici, c'est parce qu'elle est porteuse d'un projet qui fait parler de lui, de création d'un abattage mobile, d'un abattage à la ferme. Dans ce débat autour de l'abattage naissent des réflexions qui nous font penser, qui font penser à certains que tuer, puisque c'est bien de ça qu'il s'agit, les animaux dans leur environnement domestique, à la ferme, pourrait être une solution pour justement lutter contre la défiance dont je vous parlais tout à l'heure. Donc avec Émilie, on parlera de ce projet. Pierre-Étienne, qui est à ma gauche, Pierre-Étienne Rowe, éleveur et tanneur de moutons, qui est venu presque en voisin, donc à Bury, dans le Morbihan. Pierre-Étienne, il est auteur d'un... Pareil, il y a toute une histoire que tu raconteras tout à l'heure, mais il est auteur d'un livre paru très récemment, qui a beaucoup fait parler de lui. Ce livre s'appelle Végano-sceptique, regard d'un éleveur sur l'utopie végane. C'est paru aux éditions Dauphin. Et c'est un livre dans lequel il a pris le risque, il a eu le courage philosophique, parce que c'est quand même un livre de philosophie, combien il se défend d'être un philosophe, de mettre sur la table la question de notre rapport à l'animal et de la mise à mort de l'animal. Et il l'a fait en tant qu'éleveur, avec son expérience, avec tout son parcours. Il nous racontera ça et je te laisserai préciser aussi d'où tu viens, Pierre-Étienne, tout à l'heure. Pierre-Étienne, il a aussi signé une tribune dans Libération il y a beaucoup moins longtemps que ça. C'était au mois d'août, au tout début du mois d'août.
Et c'est une tribune dans laquelle il appelle à reconnecter l'agriculture avec ses territoires, mais ce n'est pas seulement l'agriculture qu'il appelle à se reconnecter avec les territoires, c'est nous autres citoyens à nous reconnecter avec nos territoires. La thèse qui est derrière, c'est de dire que derrière cette défiance dont je vous parlais, derrière cette méconnaissance peut-être aussi, il y a un problème de connexion de nous autres citoyens, nos enfants aussi peut-être, avec les territoires. Voilà rapidement brossé les présentations. Et toujours en attendant Yves-Marie Le Bourdonnec, qui j'espère nous rejoindra. Yves-Marie Le Bourdonnec, je ne sais pas si vous le connaissez, c'est l'un des bouchers sans doute les plus célèbres de France. C'est quelqu'un qui a une notoriété extrêmement forte dans son domaine, qui a plusieurs boucheries à Paris, qui parle bien de la viande, qui connaît très très bien la viande, qui a une conception aussi très personnelle du métier de boucher. Et lui, c'est son regard qu'on aurait aimé convoquer à cette table ronde pour alimenter les échanges. Pour les alimenter, ces échanges, je vous propose de regarder un reportage qui dure 5 minutes. C'est un reportage qui a été réalisé par France 24 il y a quelques mois et qui campe un petit peu le débat qui nous concerne cet après-midi. C'est parti. Ah, il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Alors. On va régler ce petit souci technique. Il y avait la tête d'un gars en haut tout à l'heure. Dis-moi. Non, pas toi, excuse-moi. Bon. C'est où dans le Morbihan? Est-ce qu'on attend À 15 km au sud de Pontivy. 2 secondes, très bien. De Pontivy. Pontivy, c'est un peu. Ah oui, Et puis une petite question, savoir si on l'aura dans les retours aussi, le film. Ah ouais? Tu me diras ça. Non? Donc on va aller, pour le voir, nous, il faut qu'on aille de l'autre côté, on ne l'a pas dans les retours. On va se joindre à vous. Faut pas que je me casse la gueule. De ces images atroces, images d'animaux maltraités dans des abattoirs français, plusieurs affaires avaient été révélées il y a quelques mois. Eh bien, nous avons voulu vous montrer une autre réalité, celle d'éleveurs qui ont choisi d'allier rentabilité et respect des bêtes. C'est un reportage signé Karim Meyewi avec Alexandra Renard. Le soleil s'est levé sur la Bourgogne, herbe verte et quiétude, c'est l'environnement de ces charolaises paisibles. Des images bien loin de celles rendues publiques régulièrement par l'association L214 qui dénonce le traitement inhumain parfois réservé aux animaux dans les abattoirs, au point que les autorités envisagent la mise en place de la vidéo dans les établissements. À l'abattoir d'Autun, c'est lundi, jour de tuerie, comme on dit ici. Pas besoin de caméra de surveillance, on joue la carte de la transparence. On n'est pas là pour faire souffrir les bêtes. Le climat est serein, les février est sympa, voilà, ça avance tout seul et là il est au bord du piège et ça va quoi. Une fois que l'animal est dans le piège, on essaie d'y aller le plus vite possible pour qu'il ne se rende compte de rien, parce que là il est que dans un couloir, mais comme il pourrait être dans un couloir chez lui dans les stabulations, quelque part c'est un peu la même chose. Donc le but c'est qu'après, au moment où ils arrivent dans le piège, ça aille très très vite. Le bouvier, c'est celui qui accompagne l'animal dans les derniers moments et qui s'occupe de la mise à mort. Le bouvier d'Autun murmure parfois à l'oreille de la bête pour la rassurer avant le moment fatidique. Si, ouais, c'est un peu embêtant de la mettre en main, mais bon, il faut. Tu vois, on a toujours un petit mot gentil. Hein? Parce que on le mérite. On a une échelle familiale ici. Il y a pas beaucoup de. Dans les gros abattoirs, peut-être jusqu'à 600 bêtes, aujourd'hui on en tue une trentaine. C'est la même chose. Parce qu'on fait pas de l'industrie, justement. On n'est pas des machines. On est là pour faire de la quantité. S'il faut prendre 5 minutes pour rentrer une vache, on va en prendre 5 minutes. À Autun, on est bien loin des cadences industrielles, mais l'abattoir reste un environnement difficile pour l'homme. Et ici, on sait que le bien-être des bêtes va contribuer à la sérénité des travailleurs. Bien sûr, ça correspond aussi à une logique de rentabilité. Des bêtes bien traitées donnent une meilleure viande, des employés moins stressés travaillent mieux. On peut quand même supporter le fait de tuer les bêtes, enfin, de tuer les bêtes. Tout le monde ne peut pas tuer les bêtes. Forcément, si tout au long de la journée les animaux font crier, font que râler, à un moment donné, les salariés sont stressés de la même façon. Parce que c'est pas des machines. Hein. Ici, lorsqu'on évoque les vidéos de maltraitance, on refuse d'imaginer qu'il s'agisse d'autre chose que de cas isolés. Je pense que c'est pas possible. Pour moi, ils savaient qu'ils étaient filmés et puis voilà, ils montraient des choses comme ça. Quoi.
Alors effectivement, peut-être il peut y avoir un tarif de temps en temps, mais comme dans tous les métiers, hein. Et comme disait je ne sais plus qui, les maisons de retraite, les crèches, etc., on trouve aussi des gens comme ça. Jocelyne Porcher. Hein, voilà. Bon, je vous le disais, 5 minutes pour camper le décor. Ah, Yves-Marie Le Bourdonnais qui nous rejoint. Bonjour Yves-Marie. C'est prévu, ouais. Alors, c'était déjà enregistré. Donc, je vous ai présenté en votre absence. Hein. Merci. J'ai redit que vous étiez un boucher de notoriété nationale, sans doute l'un des plus connus de vos pairs, qu'en vous invitant à cette table ronde sur l'élevage autrement, on était venu convoquer le regard du boucher sur une question qui concerne les éleveurs, c'est le cas, les citoyens que nous sommes et que quelque part Fabrice aussi incarne, et puis les métiers de la transformation comme le vôtre. On vient de voir un reportage qui a été tourné il y a quelques mois et qui campe une partie du problème en le recentrant sur la question de l'abattage. Fabrice Nicolino, c'est vous que j'interroge en premier. Il y a des images d'archives qui nous montrent qu'on vient d'une ère, on est 30 ans, 40 ans après le début d'une ère industrielle, une industrie de la viande qui est finalement pas si connue que ça et dont les images qui ont tant fait parler d'elle, les images tournées par L214 et d'autres mouvements, nous ont montré, j'ai envie de dire, le visage le plus sale. Alors d'où vient-on, cette industrie de la viande qui est derrière? Bidoche, c'était le livre que vous avez écrit pour parler de cette industrie de la viande, avec quelle finalité d'ailleurs, mais d'où vient-on pour en arriver à cette défiance dont on parlait tout à l'heure? Vous imaginez bien que est-ce qu'on m'entend bien là? Non, je sais pas, oui. Pas sûr que ce soit suffisant. Ça marche pas? Si, c'est bon. Ouais, ok, je vais garder ça comme ça alors. La réponse est extraordinairement difficile parce qu'elle est longue et compliquée. Donc je vais, moi, simplifier à l'extrême.
L'animal domestique, par exemple le taureau, il est au cœur de toutes les civilisations de l'Antiquité. On ne peut même pas imaginer l'Égypte des pharaons ou la Grèce antique sans parler du taureau, qui est à l'égal des dieux, qui est considéré d'ailleurs comme un dieu. Les pharaons eux-mêmes se considéraient comme des taureaux, imaginez-vous. Tout ça, ça a duré pendant des siècles et des siècles. Les animaux domestiques ont été divinisés. Ensuite, pour aller extrêmement vite, il y a eu un mouvement en sens contraire. Il a fallu éradiquer dans l'esprit des humains, en tout cas en Occident, en Europe et en France, il a fallu éradiquer cette figure divinisée de l'animal domestique. Pourquoi? Parce qu'elle était au centre de toutes les croyances religieuses que l'Église catholique naissante considérait comme païennes. Le taureau s'était vraiment associé à tout ce qui a précédé dans le domaine religieux l'Église catholique. L'Église catholique, en 447, il y a un petit moment, a organisé une réunion religieuse de très haut niveau à Tolède, en Espagne, pour une seule et unique raison: essayer de transformer le taureau en un animal diabolique, car il s'agissait à l'époque d'extirper cette figure mythique de l'animal domestique comme étant au centre de la société des humains. Alors je vais très vite, je ne vais pas vous raconter toute l'histoire, mais sachez qu'en France, il y avait, à mon sens, deux visions antagoniques de l'animal domestique. On le voit apparaître avec une grande clarté dans le XVIIe siècle français. Il y a un personnage que j'admire profondément, c'est un agronome de cette époque, qui s'appelait Olivier de Serres, qui était extraordinairement connu à l'époque, qui avait créé une ferme modèle dans l'Ardèche actuelle. Olivier de Serres a fait un livre que j'ai chez moi, qui est une petite merveille, qui s'appelle Traité d'agriculture et ménage des champs. C'est un traité, donc, dans lequel il parle des animaux domestiques avec un amour extraordinaire. Il parle, bien sûr, sans employer l'expression qui aujourd'hui nous est commune et facile à comprendre, il parle beaucoup du bien-être animal. Il considère les animaux avec beaucoup d'attention et même d'amour. Et donc, il y avait cette voie-là qui existait philosophiquement et même concrètement dans la société. Et l'autre voie qui a été suivie jusqu'à nos jours, c'est la voie dessinée par Descartes 40 ans plus tard, dans le fameux discours de la méthode, où pour la première fois, à ma connaissance, dans l'ordre philosophique, on décrit les animaux comme des machines. Descartes, évidemment, qui ne pensait pas à tout ce qui suivrait, mais pour la première fois, du haut de son autorité, et Dieu sait si l'autorité de Descartes a joué un grand rôle dans l'histoire philosophique française, Descartes décrit l'animal comme une machine. Alors, c'est cette voie-là qui a été suivie jusqu'à nos jours. Il faut comprendre que l'industrialisation, c'est un phénomène majeur qui conditionne aujourd'hui la situation des animaux domestiques et qui est une vision de l'animal. L'animal n'est pas un être sensible, vivant, complet, qui a droit à une vie, qui a droit d'une certaine manière à un bonheur dans cette vie terrestre. Non, l'animal est une machine qu'on peut découper en morceaux, qu'on peut traiter comme autant d'objets, autant de marchandises. Alors le sommet dans ce domaine a été atteint, et franchement tout vient de là, aux États-Unis, au milieu du 19e siècle, donc il y a à peu près 150 ans, eh bien, sont nés les abattoirs de Chicago. Alors je ne peux pas vous en parler dans le détail, ce n'est pas l'envie qui m'en manque, mais je ne veux pas monopoliser la parole. Les abattoirs de Chicago, c'est le sommet de l'aventure industrielle de l'élevage et de l'abattage des animaux. C'est-à-dire qu'en quelques années, entre 1840 et 1890, naît une véritable industrie de la viande. Pour la première fois au monde, on arrive à abattre des animaux de manière industrielle. Les animaux pénètrent dans ces gigantesques abattoirs, accrochés pour les bœufs par une patte, et défilent le long d'un rail, s'arrêtent à des postes de travail où il y a des bouchers qui découpent l'animal par morceaux. C'est l'air de rien, mais c'est une révolution totale que les Américains à l'époque appellent la disassembly line, ça veut dire la chaîne de désassemblage, parce qu'ils considèrent, après Descartes et tant d'autres, que l'animal c'est un assemblage de morceaux. Et donc si l'animal on peut le découper en morceaux, eh bien on change absolument toute la configuration de l'abattage. On abat très vite dans les abattoirs de Chicago un bœuf en quelques secondes, ce qui est une révolution totale. Les animaux arrivent par train, parce que le train existe déjà aux abattoirs de tous les États-Unis. Les abattoirs vont très vite abattre la moitié de tout le cheptel américain, ce qui est gigantesque.
Ils repartent, parce qu'on a aussi inventé la réfrigération à peu près au même moment, ils repartent par morceaux dans des wagons réfrigérés qui vont sur des marchés parfois très éloignés du lieu d'abattage. Voiture, animal, même raisonnement, même logique. Oui, mais vous avez 1000 fois raison, parce qu'en fait, aussi incroyable que ça puisse paraître, ce système de désassemblage de l'animal a inspiré l'industrie moderne. On sait, parce que c'est documenté, qu'on a tous les documents nécessaires, que les ingénieurs de Ford, à la fin du 19e siècle, au tout début, dans les premières années du 20e siècle, Ford c'était une sorte de Steve Jobs, pour ceux qui connaissent, le fondateur d'Apple. C'est-à-dire que c'est un type qui bossait pratiquement dans un garage, et il a imaginé la première Ford T, qui a été la voiture la plus vendue dans le monde pendant des dizaines d'années. Eh bien, les ingénieurs de Ford sont allés aux abattoirs de Chicago, ils ont vu cette chaîne de désassemblage de l'animal, et un type qui s'appelait Clan a dit: bon Dieu, mais c'est bien sûr, si on peut désassembler l'animal de cette façon-là et à cette vitesse-là, si on inverse le processus, on peut assembler des moteurs et assembler des véhicules automobiles. Et c'est le modèle des abattoirs de Chicago qui a inventé la chaîne d'assemblage automobile, qui est au cœur vraiment du modèle industriel occidental. Vous imaginez la puissance que ça a pu avoir sur les sociétés humaines occidentale, dont la nôtre. C'est ça l'affaire. Et si vous voulez, c'est vraiment le fondement de cette aventure. L'abattage industriel et tout ce qui a suivi, les recherches sur l'insémination artificielle, les recherches génétiques, sur l'amélioration, entre guillemets, du cheptel, tout ça, ça a rendu littéralement fous nos zootechniciens, c'est-à-dire à la sortie de la guerre en 1945, vous vous souvenez, tout le monde sait à peu près qu'en 1945, les gens avaient faim, il y avait eu les années de guerre qui avaient été des années de privation. En 1945, il fallait absolument produire de la viande à tout va pour nourrir le monde. Les zootechniciens de l'INRA, l'Institut national de la recherche agronomique, qui est né en 1946, se sont précipités aux États-Unis, ont vu quelque chose qui leur paraissait miraculeux, c'est-à-dire une productivité de l'élevage via l'abattage qui était absolument extraordinaire, sans commune mesure avec ce qu'on voyait en Europe. Ils ont ramené des livres techniques de sélection génétique, d'insémination. Ils sont revenus et ils ont imposé le modèle américain en France en battant des mains. Ils étaient joyeux comme des gosses. Il faut comprendre que c'était une révolution et qu'ils croyaient avoir découvert, comme les alchimistes de jadis, la pierre philosophale. Pour eux, la pierre philosophale, c'était l'industrialisation. Et on n'en est pas sorti. Alors, on est en 2018, on est 10 ans après ce livre Bidoche qui quand même était un plaidoyer, en tout cas un regard extrêmement critique sur l'industrie de la viande. Alors comment vous, à votre niveau d'observateur, de journaliste, vous recevez l'expression de ce mouvement vegan dont, je le précise à l'instant, ici, il ne s'agit pas de faire le procès, ce n'est pas du tout l'objet de cette table ronde, il s'agit plutôt de se dire ce que nous dit ce mouvement et cette expression. Comment vous la recevez, vous, cette expression, dans ce contexte historique que vous venez de nous dresser ? Je crois que je ne vais pas parler du mouvement vegan en tant que tel, parce que bon, chacun a son opinion là-dessus. Moi, je ne suis pas partisan de ce mouvement, mais bon, peu importe, ce n'est pas le sujet. Je pense que ça exprime effectivement une sorte de révolte radicale, notamment dans la jeunesse, contre un système qui n'est plus possible. Vous ne pouvez plus, l'opinion n'est plus d'accord pour accepter un système où l'animal est traité comme une chose, comme une marchandise. L'animal a droit à une vie. Tous les animaux, tous les êtres vivants ont droit à une vie sur cette terre. Pour moi, c'est une question, ça ne se discute pas, c'est une évidence. Et en effet, le mouvement vegan ou le végétarisme, qui n'est pas la même chose du reste, ces mouvements sont des mouvements de protestation contre un ordre industriel qui réduit l'animal à rien, qui réduit l'animal à une chose qu'on peut manipuler à l'infini, sans aucune considération morale, sans aucune considération sur le sort d'êtres qui sont des êtres vivants, sensibles, qu'on doit respecter. Donc, si vous voulez, voilà, en 2 mots, c'est un cri de protestation, et c'est aussi le mien. C'est aussi le mien. Je ne suis pas d'accord avec les véganes, mais je partage c'est devenu insupportable. C'est devenu insupportable. Merci Fabrice Nicolino. Pierre-Étienne Roux, je vous passe la parole, on peut l'applaudir effectivement. Pierre-Étienne, ce que vient de dire Fabrice, c'est au cœur des préoccupations qui vous ont conduit à écrire cet essai, Végano-sceptique.
Je redonne le titre. Véganosceptique regarde un éleveur sur l'utopie végane, avec cette particularité évidente, c'est que vous êtes éleveur. Donc c'est un éleveur qui prend le stylo pour essayer de s'attaquer, oui, je le dis, y compris philosophiquement, aux réflexions, aux questions, aux interrogations que le mouvement vegan porte, mais aussi que l'évolution de notre rapport aux animaux domestiques porte. Pourquoi avoir voulu écrire ce livre? Et puis, quelle est, j'ai envie de dire, la conclusion peut-être que vous en avez tirée? Pierre-Étienne. Alors j'ai écrit ce livre. Ah, ça marche pas bien. Le temps qu'on cale les micros. Ça va venir. Voilà, je pense que c'est bon. Là, ça marche. J'ai écrit ce livre. Non, toujours pas. Est-ce qu'on peut régler le micro? Allô? 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 Il faut que je me Voilà. rapproche peut-être. Allô? Je vais faire comme ça. Je pense que c'est bon. Pierre-Étienne, essayez. Il bouge un peu comme ça, tu vois. Sinon je fais comme ça. Hein. Si ça marche comme ça, je peux le faire comme ça. Ouais, ouais. Alors, C'est bon, parfait. ouais, donc moi j'ai écrit ce bouquin parce que, enfin pour plusieurs raisons. D'abord, ça répondait à une nécessité pour moi, c'est-à-dire que amener des animaux à l'abattoir, c'était pas quelque chose qui coulait de source. Moi, je suis pas issu d'un milieu paysan, je suis ce qu'on appelle un néo-rural. Et c'est vrai que j'avais un vrai problème avec ce que les véganes appellent le paradoxe de l'élevage, c'est-à-dire le fait de faire naître, d'élever, d'accompagner, de soigner, oui, d'être un compagnon avec des animaux, avec comme fin, alors pas comme but, mais à la fin, en tout cas, le principe quand même reste l'abattage des animaux. Donc moi-même, j'étais donc en souffrance par rapport à ça. J'avais des réponses à trouver à certaines de questions. Il ne s'agissait pas pour moi d'aller piocher des réponses existantes dans des bouquins. Je pense que j'aurais pu trouver des réponses à droite, à gauche. Alors j'avais lu les bouquins de Jocelyne Porcher, mais ce n'était pas assez convaincant pour moi. Donc j'ai essayé de faire mon petit bonhomme de chemin, de réfléchir, de mettre quelques réflexions sur le papier, sachant que l'écriture, c'est quand même un sacré moyen pour pousser une réflexion le plus loin possible. Et donc du coup, pourquoi j'ai écrit ce bouquin, c'était vraiment pour essayer de trouver des réponses à mes questions. Voilà. Dans ce livre, vous écrivez que vous-même, vous avez, dans les premiers temps, emmené vos animaux à l'abattoir avec la boule au ventre et un vrai sentiment de culpabilité. Ah oui, tout à fait, ouais, tout à fait. Non, ça avait pour moi, c'était rien. Il n'y avait rien d'évident dans cette histoire d'élevage. Je suis rentré dans l'élevage par la porte des alpages, les montagnes, en étant berger. Être berger, être éleveur, c'est quand même deux métiers qui ont des points communs, mais qui sont quand même suffisamment distants, éloignés pour qu'on ne soit pas confronté aux mêmes situations. Non, ça a été au départ une sacrée souffrance. Je me souviens que la première année, j'avais recours au jeûne. Chaque fois que j'amenais des animaux à l'abattoir, je jeûnais pendant 24 heures. Bon, après, l'énergie manquant et il y avait quand même du boulot à faire sur la ferme, j'ai fini par manger au bout d'un an. Mais non, ça me travaillait beaucoup et c'est la raison pour laquelle j'ai décidé d'écrire ce bouquin. Alors au départ, c'était pas un bouquin, au départ, c'était juste un fichier Word avec mes idées à moi. Et voilà. Et après, je me suis dit, le phénomène prenant de l'ampleur, certains éleveurs étant probablement confrontés aux mêmes réflexions que les miennes, alors pourquoi pas les partager et si ça peut aider, si ça peut aider quelques éleveurs, c'était aussi un peu l'intérêt du bouquin. Alors quels sont les éléments qui vous ont réconcilié finalement avec cet acte obligatoire dans le métier de l'éleveur d'amener son animal à la mort? Fabrice Nicolino il a terminé son propos sur la question du respect. Les animaux ont droit au respect. Alors est-ce que c'est derrière ça que se joue la tension, la crispation actuelle entre nous et nos animaux dits domestiques? Je
je ne sais pas trop quoi répondre à ça. La question du respect, elle est évidente. Moi, j'ai beaucoup parlé dans mon bouquin de reconnaissance et pas d'amour. Je trouve que ce mot amour, c'est peut-être l'un des plus beaux mots de la langue française, mais je trouve qu'il sonne un peu creux, notamment quand il s'agit de définir le lien, la relation entre l'homme et l'animal. Je trouve que ce mot sonne creux et il est trop dans le registre, trop dans le champ lexical de l'émotion et de l'affectif. Et je crois que le phénomène vegan traduit également ce rapport à l'affectif, et les véganes ont ce rapport à l'affectif poussé à l'extrême. Et pour moi, la reconnaissance avait davantage de sens. Et pour moi, la reconnaissance, c'est le regard que porte notre conscience sur quelque chose. Par exemple, si je marche sur un chemin après une pluie et que mon pied s'apprête à reposer sur un escargot, le réflexe le plus normal, c'est d'écarter son pied pour épargner l'escargot de la mort qui l'attend. Est-ce qu'on a un rapport affectif avec l'escargot? Je ne crois pas, d'autant qu'on ne le connaît pas, on ne lui a pas parlé. Un escargot, c'est pas super mignon. Donc non, pour moi, c'est la reconnaissance du vivant. Je pense qu'on la porte tous en nous. Voilà, maintenant. Mais c'est délicat de parler de ce sujet parce qu'en fait, j'ai l'impression que chacun a son opinion. La mienne me parle. Enfin, en tout cas, c'est une pensée que j'ai construite. Et comme je l'ai dit au départ, je ne voulais absolument pas absorber, prendre des réflexions qu'auraient pu avoir des autres. Je voulais construire ma propre pensée, ce que Michel Onfray appelle mener sa vie philosophique. Je voulais avoir mes propres réponses à mes propres problèmes. Donc c'est là où j'ai développé effectivement dans le 3e chapitre tout un passage qui parle de la reconnaissance. Et je pense que, voilà, selon moi, ce qui caractérise le mieux le rapport de l'homme à l'animal, c'est plutôt une histoire de reconnaissance qu'une histoire d'affection. La juste reconnaissance de sa place. Alors, avant de lui parler la parole, quel regard vous portez sur le projet que porte justement votre voisine, Émilie Janin, de promouvoir l'abattage à la ferme? Moi, j'encourage Émilie, j'encourage tous ceux qui évidemment militent pour ce genre d'action. Et si aujourd'hui il y avait un dispositif dans mon département qui permettait d'abattre mes agneaux à la ferme, alors je réfléchirais même pas au surcoût que ça représenterait. Je le ferais, et puis de toute façon j'impacterais le surcoût sur le prix. Mais je pense qu'aujourd'hui, les mentalités ont changé. Je pense que les consommateurs sont pour la plupart conscientisés et accepteraient de payer le prix pour que l'abattage se fasse dans des conditions plus dignes pour l'animal. Merci Pierre-Étienne, merci beaucoup. Oui, on peut... Donc le micro vous est tendu, Émilie Janin. Ce projet de... Donc je ne refais pas l'histoire pour ceux-ci peut-être qui sont arrivés. Vous êtes vous aussi éleveuse de vaches charolaises en Côte d'Or. Et vous portez... Alors c'est bien le premier abattage à la ferme, mobile de France, ou est-ce que depuis ce reportage éventuellement d'autres projets ont pu pousser ici ou là? Alors en tout cas on était les premiers à parler d'abattage mobile en France il y a 2 ans, quand je suis rentrée d'un voyage en Suède où j'ai été voir le modèle qui existait et qui tourne sur les routes suédoises depuis 2014. Quand je suis revenue et que j'ai vu comment ça se passait là-bas, je me suis dit je ne veux plus continuer à élever des animaux sans pouvoir leur offrir ce type d'abattage qui est possible, en fait, vu qu'on a évolué dans les technologies, etc., à savoir mettre un abattoir aux normes sur des roues et qui se déplace de ferme en ferme. Parce que comme Pierre-Étienne l'a dit tout à l'heure, en fait, moi aussi, comme beaucoup d'éleveurs qu'on côtoie à la Confédération paysanne, on est tous concernés et on se sent tous violentés parce qu'on se sent dépossédés de cet acte de mise à mort de nos animaux qu'on aura respecté de leur naissance pendant toutes les phases d'élevage et d'engraissement, et qu'à ce moment-là, souvent, c'est très très violent d'arriver à l'abattoir et de se faire déposséder de cette phase de mise à mort. Et donc, on était les premiers en 2016.
Je travaille beaucoup aussi à la Confédération paysanne, et donc il y a plein de groupes de paysans qui ont émergé dans différents départements. Donc il y a d'autres initiatives qui sont en train de prendre place sur le territoire français. Pour faire simple, on est le seul projet qui concerne un abattoir complet pour des bovins, mais après il y a des groupes d'agriculteurs, et tant mieux, et c'est vraiment génial, qui sont en train de réfléchir notamment beaucoup sur les petits ruminants, donc ovins, caprins, parce que bien souvent, sur des histoires de rentabilité, les chaînes des abattoirs qui étaient destinés à ces petits animaux ont été supprimés en ne gardant que les bovins, ou alors dans certains que les porcins. Et du coup, les éleveurs qui font des petits ruminants se retrouvent, alors qu'ils ont des abattoirs des fois à 20-30 km/h de chez eux, être obligés de faire 100-150 km pour aller abattre leurs animaux, et encore plus quand ils sont bio, parce qu'il faut encore un abattoir agréé biologique pour pouvoir abattre ces animaux et garder cette certification biologique. Donc c'est super, il y a plein de projets qui sont en cours. Une des avancées qu'on a eues cette année avec la Confédération paysanne, c'est que dans le projet de loi agriculture-alimentation qui est encore en lecture au mois de septembre à l'Assemblée, il y a un article de loi qui permet maintenant, qui rend possible l'abattage mobile. Voilà. Donc ça, c'est une avancée qu'on n'avait pas du tout il y a 2 ans. Est-ce que tout le monde vous entend bien? Je m'adresse au public derrière. C'est bon? Ok, très bien. Et si on prend un peu de hauteur au niveau de l'Europe, vous êtes allé en Suède, est-ce qu'il y a des pays qui sont plus en avance que nous sur cette question de l'abattage à la ferme? Oui, alors ça avance, et ça avance beaucoup. Alors la Suède, ils ont fait ce modèle d'abattoir mobile que je connais bien, puisque je travaille dessus, qui est vraiment un ensemble de camions remorques où en fait ils ont mis sur roulette toutes les étapes d'un abattoir agréé aux normes, etc. pour bovins. Après, il y a d'autres expériences comme en Autriche, je crois, où voilà, il existe des caissons d'abattage qui sont beaucoup plus succincts, qui se déplacent, et où là, il y a juste la mise à mort, la saignée qui est faite sur la ferme. Ensuite, la carcasse, les carcasses en pot, ça s'appelle, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas éviscérés et on garde le cuir autour, sont transportés après à l'abattoir le plus proche. Et des fois, on se rend compte que, par exemple, en Allemagne, ils ont une densité d'abattoirs beaucoup plus forte qu'en France. Ils ont 3500 abattoirs en Allemagne. On en a 283 en France aujourd'hui, donc on a à peu près la même surface. Donc on voit qu'il y a des densités différentes. Après, en Suisse, ils ont même jeté jusqu'à autoriser des tirs au pré. Voilà, c'est particulier. Enfin voilà, ça bouge beaucoup. Je sais qu'en Espagne, ils sont en train de bouger aussi et de travailler comme nous sur l'abattage mobile, aussi sur les petits ruminants. Voilà, ça bouge énormément parce que, heureusement, sur cette question, on a la société civile qui est de notre côté, quoi. Enfin, on va dire, qui réclame cela. Arrêter de transporter des animaux sur des centaines de kilomètres, ça suffit, quoi. On peut faire autrement. Alors, votre projet, il s'appelle Le Bœuf Éthique. Il y a un site internet qui s'appelle lebœuféthique.com où on peut suivre sa poursuite. Vous en êtes où, très concrètement, et quel est le calendrier? Alors, le calendrier, on ne l'a pas encore, mais concrètement, on est en train de finir le bouclage financier qui est compliqué quand même parce que c'est un investissement et qu'on fait ça sans subvention publique puisque c'est trop innovant pour qu'on nous aide un peu. Donc voilà, c'est ça d'être pionnier. Donc on est en train de finir le bouclage financier avec des gens qui croient à ce projet, des gens qui ont des convictions, en fait, comme tous ceux qui sont à la fête de la vache nantaise là ce week-end. Et donc, voilà, on attend la réponse de la deuxième banque et après, on va pouvoir annoncer des choses. J'avoue aussi qu'on est très prudent sur nos annonces de calendrier et de où on va démarrer et autres, parce que je suis tombée des nues il y a à peu près 1 an et demi, quand j'ai reçu mes premières menaces de mort de mouvements véganes, enfin de certaines personnes, en me disant... c'est horrible, vous ne pouvez pas dire qu'on fait un élevage respectueux des animaux et encore moins dire qu'on peut donner une mort digne aux animaux. Et c'est vrai que j'ai jamais voulu trop le dire, mais nous, dans les élevages, dans les zones où j'habite, en Bourgogne, là, spécifiquement dans l'Aussois, on a des collines qui sont tellement pentues qu'on ne peut pas rouler dessus en tracteur, on ne peut pas les cultiver non plus avec la pioche, etc. On a des terrains très argileux, très peu productifs. Malheureusement, pour nous, les herbivores, on n'a rien fait de mieux pour valoriser de l'herbe. Donc voilà, et on ne peut pas élever des herbivores si on n'en a aucune utilité non plus, entre guillemets, quoi. Et donc, voilà, c'est tout un ensemble. Et l'élevage paysan, il est là pour répondre à une problématique alimentaire, de dynamique de territoire,
et sociologique, parce que, enfin sociologique et social, parce que quand on a des petites fermes avec beaucoup de paysans, bah, tout de suite on a des territoires plus vivants, on a plus de voisins, on a des écoles, on a des services publics, etc. Enfin, c'est tout un cercle vertueux. Et quand on est des éleveurs paysans, on a aussi beaucoup moins d'animaux à s'occuper, parce qu'on le sait, hein, sur nos fermes, voilà, concrètement, si on a 3 vaches de plus à nourrir, ben, ça fera 3 fois plus de foin à porter avec nos petites fourches, quoi. Et nos bras, ils en souffrent au bout d'un moment, quoi. Donc, voilà. Quelle vocation territoriale, justement, vous lui donnez à cet abattoir? Il pourra, vous savez jusqu'où il pourra se déplacer? Les acteurs que vous avez mis autour de la table, ils sont sur ce territoire de l'Auxois précisément, où ça déborde pour peut-être des questions de rentabilité, parce qu'il y a un modèle économique à trouver aussi, j'imagine. Oui, il y a un modèle économique à trouver. Alors, on ne va pas tourner du tout qu'en Auxois. L'idée, c'est de vraiment mettre au profit, d'utiliser cet abattoir mobile pour valoriser les viandes d'animaux issus d'élevages paysans, c'est-à-dire des éleveurs vertueux, dans le sens où on connaît très bien, nous, à la Confédération paysanne, des gens qui travaillent avec de l'herbe, qui travaillent sur des systèmes extensifs, avec des vaches de race mixte ou même en voie de disparition, qui sont par certains acteurs de la filière, soi-disant reconnus par tout le monde dans les ministères, donc qu'on appelle l'intervève, c'est l'interprofession du bétail et de la viande. Les races comme on fait aujourd'hui, il y a un an, je les ai rencontrés au salon parce qu'ils nous ont dit ils ne veulent pas nous reconnaître les qualités bouchères de nos races mixtes. Alors qu'en fait, Yves-Marie pourra en parler beaucoup mieux que moi. Les races mixtes, c'est l'avenir en fait, parce qu'en fait, nos vaches, par définition, elles font du lait pour nourrir leurs veaux et elles font aussi de la viande. Et donc, d'avoir voulu spécialiser à faire des vaches qui ne feraient que de la viande ou que du lait, c'est juste une hérésie, quoi. Mais voilà, donc l'idée, c'est de pouvoir du coup déplacer ce camion pour aller servir et être utile aux éleveurs et pour mettre en valeur leur viande. Parce que le système industriel, pour moi, c'est ça qui m'a fait réagir aussi, il vient, pour l'instant, on va dire globalement, il vient gaspiller, mais vraiment, et saccager même la qualité de la viande qui est produite sur les fermes. Voilà. Quand on transporte des animaux pendant des heures, on est en train de massacrer la viande. Et après, je ne vois pas comment on peut faire quelque chose de bon et goûtu et appréciable pour les consommateurs. Alors, les bouchers sont associés dans votre projet? Quelques-uns nous suivent beaucoup, les plus modernes, les plus... Et les passionnés d'élevage et de viande, ouais, ils nous suivent. Bon. Ouais. On va vous demander donc, Yves-Marie Le Bourdonnec, ce que vous en pensez. Merci beaucoup, Émilie Janin. On va passer tout de suite par les petits calages micro. J'imagine que... Est-ce que vous m'entendez? C'est parfait. C'est parfait. Quel regard vous portez, Yves-Marie Le Bourdonnec, sur ce projet-ci, d'abord, et puis peut-être plus globalement sur ce qui a été dit précédemment, cette histoire de défiance que peut inspirer la viande et l'élevage aujourd'hui? Moi, j'ai un très beau regard sur ce projet, c'est magnifique. Mais je vais d'abord raconter une anecdote, comment je suis arrivé au métier. Parce que moi, je suis un enfant de la ferme. Et quand j'ai dit à mon oncle et ma tante, qui étaient mes parents adoptifs, que je voulais devenir boucher, ils se sont souciés tout de suite de me faire participer à l'abattage de l'animal. Ils me disaient, tu te rends compte que tu vas tuer des animaux. Donc, ces animaux que tu aimes, que tu vois tous les jours à la ferme, tu ne peux pas te dire je vais devenir boucher si tu ne participes pas à cet acte de tuer l'animal. Parce que tu dois respecter infiniment tout le travail et l'animal qui a vécu toute sa vie. Donc j'ai commencé par faire de l'abattage. Voilà, j'ai commencé ce métier par faire de l'abattage. Donc de l'abattage à la ferme. Et c'est pour ça que je trouve ça formidable, parce que le grand problème de la viande aujourd'hui, c'est qu'on mange quelque chose dont on ne sait même pas ce que c'est. Vous savez, c'est comme l'histoire du poisson pané avec les yeux dans les coins, l'histoire de Coluche. Moi, je me rappelle, quand je suis arrivé à l'école de la boucherie, on mettait un morceau de viande sur le bio des apprentis bouchers, ils ne savaient pas où était la tête, où était la queue. Et ça, c'est dramatique, parce qu'on ne peut pas appréhender un produit si on ne l'a pas appréhendé dans sa globalité, si on n'a pas connu l'animal, si on n'a pas vu comment ça s'est passé avant. C'est impossible. En tout cas, on ne peut pas le faire avec respect et on ne peut pas progresser dans ce genre de métier. Donc oui, bien sûr, l'abattage à la ferme, bien entendu, les petites unités d'abattage, bien entendu, c'est important. Et c'est vrai que le grand problème de la France, aujourd'hui, c'est que 283 abattoirs industriels, vous vous rendez compte, des énormes abattoirs qui abattent 2000 animaux par jour. Revenons à des tout petites unités d'abattage qui sont près des élevages et près des endroits. Donc oui à l'abattage à la ferme. Bien sûr. Comment vous recevez le discours anti-viande, du coup il a été analysé par Fabrice, par
par Pierre-Étienne à l'instant. Vous êtes dans la même interprétation de ce que... Oui. Moi, j'ai rien contre les végétariens, puisque de toute façon, je prône depuis tout le temps, moi, je suis pour la déconsommation de la viande. Il faut se réjouir de voir la déconsommation de la viande, puisqu'on est en train de vivre un peu la même révolution qu'a vécu le vin il y a 20 ans. On va en produire beaucoup moins, mais on va aller vers des qualités bien plus intéressantes. Donc, bien entendu, et on n'est pas encore au bout de l'histoire, il faut continuer à déconsommer. Il faut continuer, c'est important. Donc, tous les mouvements véganes, pas véganes, mais végétariens, je les encourage, puisqu'ils ils y participent. Après, le mouvement vegan, c'est autre chose, puisque si on allait jusqu'au bout de la philosophie végane, l'animal n'existerait plus. Puisque si on ne mange plus de viande, on n'a plus besoin de l'animal. Donc j'ai envie d'avoir des animaux encore, et moi je suis un consommateur de viande, pas énorme, très raisonnable, très raisonné. Donc non, je ne serai pas végane. Alors l'intitulé du débat, c'est aussi consommer différemment. Est-ce que par votre discours ou par la discussion, vous avez réussi à ramener à la viande des gens qui n'en mangeaient plus ? Et sur quoi, et si oui, sur quoi vous... Ça m'est arrivé, oui, ça m'est arrivé de m'entendre dire je ne mangeais pas de viande avant la tienne. Bon, moi, je cherche à faire d'une viande de grande qualité gustative. C'est assez paradoxal, mais meilleure est la viande, moins on en mange. Pourquoi ? Parce que, en fait, on n'en a pas besoin beaucoup. Vous savez, quand vous faites une côte de bœuf maturée très longtemps, on concentre le goût sur des petits morceaux. Et en fait, il y a une telle explosion de goût qu'on n'a pas besoin d'en manger des quantités énormes. Donc, oui, ça va dans ce sens-là. Pour rassurer les consommateurs, donc, ça veut dire que le discours que porte la viande, son histoire, elle est importante aussi, au-delà, parce qu'on a beaucoup concentré notre attention sur la question de l'abattage. Ouais. L'élevage, ce n'est pas que l'abattage, c'est tout l'acte, tout le travail qui précède. La découpe. Lui aussi, il est essentiel, la découpe, évidemment. Lui aussi est essentiel pour rassurer les consommateurs, ou en tout cas pour gagner leur confiance. Aujourd'hui, le consommateur a besoin de savoir qu'est-ce qu'il va manger, d'où ça vient, son histoire, pourquoi on élève une vache nantaise dans la région de Nantes, hein, et pas une blonde d'Aquitaine qui va s'enfoncer dans les terrains meubles. On a besoin de comprendre l'histoire, on a besoin de comprendre, les consommateurs ont besoin de ça. Ils ont besoin de savoir pourquoi ils mangent une vache nantaise ici, une normande en Normandie, une pinoire en Bretagne. Il faut savoir l'expliquer. Et si le boucher ne s'intéresse pas à sa filière, forcément, il n'a rien à raconter. Il n'a pas d'histoire à raconter. Merci Yves-Marie Le Bourdonnec, qu'on peut applaudir également. Je ne l'ai pas précisé au début de la table ronde, mais il va de soi qu'au sein d'une université paysanne, la parole elle est aussi à vous. Donc ça fait 1 heure environ qu'on échange. Moi je me tourne vers vous, le public. Vous venez d'entendre des propos sur cette question de l'élevage autrement. C'est vos questions que l'on attend désormais. Je vous invite, si vous en avez, que ce soit sur des questions philosophiques, sur la question de l'abattage à la ferme, sur la question du consommer autrement. Vous levez la main, la règle du jeu c'est très simple, les premières mains levées seront les premières servies. Voilà, et j'en vois une, et comme il n'y a pas de micro portatif, je vais me déplacer vers vous. Bonjour, et merci parce que c'était vraiment très intéressant. J'avais une petite question. J'ai rencontré pas mal d'éleveurs qui se regroupaient entre eux pour monter des abattoirs qui en fait sont gérés par les producteurs. Donc ça fait des tout petits abattoirs sur le territoire. Je voulais savoir ce que vous pensiez de ça. J'en ai pas rencontré beaucoup et je voulais savoir si de votre expérience c'était quelque chose qui se développait et si ça marchait bien. Alors en fait... Qui veut répondre? Émilie Jeannin. Ouais, il y a encore quelques abattoirs de proximité dans certains terroirs ou territoires qui sont souvent, mais pas toujours, hein, souvent la propriété, les murs en propriété de la communauté de communes ou des communes, ou voilà, et puis gérés par des éleveurs. Il y en a quelques-uns, on en a quelques-uns dans le réseau Confédération Paysanne, comme à Die par exemple, ou à Saint-Guillestre, ou le Vigan qui vient d'être pris après les scandales dénoncés par L214, où en fait, la disparition de l'abattoir, ça voulait dire la disparition de l'élevage. Donc ces éleveurs, quand ils ont repris la gestion de ces abattoirs, c'était clair, c'était que s'ils n'avaient plus la possibilité d'abattre sur place, ils n'avaient pas de débouchés pour leurs animaux, parce que souvent ce sont des éleveurs de petits ruminants, donc caprins, ovins,
sur des petits effectifs, en tout cas des débouchés très particuliers. S'ils les vendent dans les filières longues, entre guillemets, c'est-à-dire si ce n'est pas eux-mêmes qui vendent leur viande ou des voisins bouchers, etc., ils ne sont pas rémunérés et donc ils ne peuvent pas vivre de leur métier, donc leur ferme est vouée à être fermée. Donc, et ça marche en fait. Donc du coup, on a quelques petits abattoirs comme ça qui sont repris, entretenus par des éleveurs. Ça marche très très bien. Par contre, quand on parle de l'organisation de filière, vous avez entendu peut-être Nicolas Hulot nous expliquer, sur France Inter, quand il a démissionné il y a quelques temps, là, vous expliquer le poids des lobbying qui a fait qu'il avait démissionné. Il existe la même chose dans la viande bovine. Ces lobbying, c'est Bigard, donc SVA Jean Rosé, voilà, Bigard, c'est Charal, qui détiennent la filière et qui usent de différents stratagèmes pour déstabiliser tous ces petits abattoirs détenus par des éleveurs, tout simplement, en racontant tout un tas de choses, en faisant des pressions, on va dire conjointement avec les autorités sanitaires pour faire une pression. L'excuse numéro 1 qui nous sert tout le temps, c'est la sécurité sanitaire, c'est il ne faut pas empoisonner des gens avec notre viande. Sauf que moi, personnellement, j'ai entendu parler d'Escherichia coli, donc la fameuse bactérie hyper nocive, que depuis qu'il y a des steaks hachés qui sont fabriqués dans des usines, quoi, depuis que c'est industriel. Je ne me rappelle pas, bon, je suis peut-être un peu trop jeune, mais avoir entendu des grands scandales où des gens qui mouraient parce qu'ils avaient été empoisonnés par un steak chez leur boucher ou parce qu'ils l'avaient acheté chez un paysan du coin, quoi. Voilà, donc il y a vraiment un rouleau compresseur qu'elle a. Même Emmanuel Macron l'avait dit au discours de Rungis l'année dernière, c'est-à-dire que malheureusement en France, les filières, et en tout cas celles de la viande, elles sont tenues par des acteurs qui ont absolument tout intérêt à ce que surtout rien ne change. Donc ça va être à nous de faire changer, quoi. Nous, consommateurs, éleveurs, bouchers et passionnés de bien manger et manger sainement, c'est à nous vraiment de faire en sorte et de demander que ça change, quoi, de demander au pouvoir public de faire changer. Est-ce que vous êtes sûr que l'écueil sanitaire ne va pas vous être opposé d'ailleurs à votre projet? Vous n'avez pas eu trop d'embêtements pour le moment? Si. Et c'est Perico Lagasse qui nous rejoint. Bienvenue. C'est-à-dire qu'il y a 2 ans, quand on leur a parlé d'abattoirs mobiles, ils nous ont dit non, c'est pas possible, etc. Depuis, les choses, on a fait pas mal de travail, on va dire je ne peux pas dire de lobbying parce que je suis toute seule avec quelques collègues de la Confédération paysanne, enfin voilà, sur du temps bénévole, etc. Donc c'est pas la même chose, mais on a fait beaucoup de travail. Et là, avec cette loi et cet article qui est passé, les choses ont tendance à changer. Et là, ils sont en train de nous dire, et à différents collègues d'autres départements, montez vos projets et on va étudier ça avec vous. Ce qui est un énorme changement. C'est pas gagné, il faut qu'on continue, mais on a amorcé un petit virage, quoi. Perico Lagasse, journaliste, chroniqueur à Marianne. Vous avez suivi le début des débats? Oui. À ce stade-là, est-ce que ce serait peut-être intéressant de vous entendre? Ou alors, je me retourne vers le public pour prendre une question qui peut aussi vous être posée. Est-ce qu'il y a des questions dans le public par rapport à l'abattage à la ferme ou les questions de notre défiance liée à la viande? Monsieur. Alors, je me présente, moi je suis éleveur de vaches, tout simplement. Moi je pense surtout que c'est un phénomène sociétal, c'est-à-dire qu'il y a des maillons cassés. C'est-à-dire, ici, il y a plein de gens ici, mais combien de personnes ont un éleveur dans leur famille? C'est-à-dire beaucoup moins qu'autrefois. Moi, je me rappelle étant gamin, aller chez mes grands-parents qui avaient des vaches et je passais mes vacances là-bas comme beaucoup d'enfants. Et aujourd'hui, le monde agricole a tellement changé que du coup, les grands-parents ne vivent plus dans les fermes, prennent leur retraite et s'en vont. Donc du coup, les petits-enfants ne vont plus à la ferme, ne savent plus ce que c'est qu'une vache, ne savent plus ce que c'est la naissance d'un veau, ou ne savent plus la maladie que peut avoir une vache lors d'un vélage ou quelque chose. Alors moi, mon petit garçon, il a 10 ans, il vit avec moi à la ferme, avec nous en famille à la ferme. Il voit les joies de l'élevage, c'est-à-dire le bon, le mauvais. Et à côté de ça, il est dans une école où il y a à peu près 300 gamins en primaire. Et moi, je lui dis à Gaspard, je lui dis, tu sais, ce qu'on voit à la ferme, eh ben, ça reste à la ferme. Parce que si Gaspard il partage ça avec les enfants de l'école, qui dans ma région n'a pas d'élevage, comme ici par contre, là, j'étais suspect ici, j'étais super content parce qu'il y a plein de vaches autour, là, mais nous on habite, il n'y a pas ou peu d'animaux autour, et du coup ils ne le partagent pas,
Et le personne lambda, je veux dire, se disent, ils écoutent aujourd'hui les médias. Donc c'est L214, c'est la viande maturée, c'est les abattages, les petits abattoirs. Alors tout ça, moi, j'y vois pas du tout d'inconvénient. Hein. Je suis pas du tout intégriste là-dedans. Sauf qu'autrefois, les gens, ils écoutaient les paroles de leurs grands-parents. On est bien d'accord. Et non la parole de journalistes. Donc, alors un journaliste, tout d'un coup, il peut vous dire il va faire beau demain, et puis tout d'un coup, il peut vous dire qu'il va pleuvoir. D'accord ? Donc, moi, j'y vois pas du tout d'inconvénient sur sur tous les gens qui sont sur le plateau, et ce qu'ils ont envie de faire. Je trouve ça plutôt très bien. Hein. Mais c'est ce maillon-là qui est cassé et qui, je crois, la population écoute les journaux beaucoup et du coup, ils sont plus en phase réelle de la réalité dans les fermes qui existent aujourd'hui, quoi. Voilà. Alors, derrière votre propos, j'ai vu la question de la transmission, de la pédagogie. Michel Brasse était là hier et on parlait de race locale et de signes de qualité. Et son propos, c'était de dire, c'est bien de parler de signes de qualité, mais le problème, c'est quelle pédagogie on met derrière, parce que comment on explique. Donc, il y a la question de la pédagogie. Ça marche, voilà. Peut-être pas faire le procès de tous les journalistes, parce qu'il y a des agriculteurs, il y a des éleveurs et il y a des journalistes. Hein, et c'est une grande famille. Par contre, aussi, ce que nous dit ce propos-là, c'est que pour une vidéo de L214 à la puissance virale extrêmement violente, combien de chroniques, 15 ans, 20 ans de chroniques, Perico l'agace, et ça fait forcément, il y a un déséquilibre. La presse adore les tendances à la con pour vendre des journaux. Et les médias se sont emparés du véganisme et du végétarisme pour en faire un combat sociétal. C'est très simple. C'est un débat idéologique. Longtemps, les valeurs de gauche étaient la défense du prolétariat. Puis comme le prolétariat n'est plus tout à fait le même et que les façons de le défendre ne sont plus tout à fait les mêmes, on s'est dit qu'on va défendre les migrants, les immigrés, donc l'étranger. Et comme le problème ne se pose plus dans les mêmes termes, on en est à la défense animale. C'est-à-dire que le marxisme révolutionnaire de l'émancipation de la classe ouvrière se traduit aujourd'hui pour beaucoup de gens, ne plus manger de viande, c'est faire la révolution. On reprend la Bastille en n'allant pas chez le boucher. C'est d'une connerie sans nom. Non mais il faut dire les choses qui est. Les gens n'ont pas un seul argument pour vous dire je ne mange pas de viande. Ils ne savent pas ce qu'ils disent. Ils ne savent pas à quoi correspond cette réalité. Ce que nous savons tous, éleveurs bovins et artisans bouchers, c'est que nous mangeons effectivement trop de viande et surtout trop de mauvaise viande. Et que la solution viendra pour tout le monde, pour l'équation planétaire, environnementale, sanitaire, agricole, pour les éleveurs et pour la santé. Nous allons réduire notre consommation de viande pour en améliorer la qualité. Le moins mais mieux, l'économie engendrée par la réduction de la quantité permettra d'améliorer la qualité et c'est à la tête de quoi sont les éleveurs ici à la fête de la vache nantaise et quelqu'un comme Yves-Marie Le Bourdonnais qui est totalement dans cette équation et dont les résultats sont probants. Ensuite, il y a la médiatisation de l'affaire. Voilà, ça c'est clair. Alors, c'est tellement facile de dire la souffrance animale. Alors, nous avons vu des images dans L214. Pour moi, ce sont des adversaires très violents, L214. Et je les remercie tous les jours d'avoir diffusé ces images qui apportent à notre combat l'eau nécessaire à l'argumentation pour le consommateur. Pourquoi on voit des images aussi ignobles ? Une barbarie, une forme de nazisme, d'ailleurs. Qui sont les bourreaux ? C'est des gens qui sont soumis à des conditions de travail ignobles pour satisfaire les besoins de rendement de l'industrie agroalimentaire et des abattoirs et de la grande distribution. Pourquoi est-ce qu'on massacre les animaux dans des conditions abominables, les animaux élevés dans des conditions atroces, nourris avec des tourteaux de soja OGM, de la viande de merde, passez-moi l'expression, uniquement pour satisfaire le besoin de marge et de bénéfices de la grande distribution. C'est-à-dire qu'on surproduit pour surconsommer, pour faire effondrer les prix. Et évidemment, l'élevage et l'abattoir se transforment en usine à saloperie. Je ne vais pas utiliser le mot merde tout le temps comme je mais on en est là. Il faut dire ce que c'est. Aujourd'hui, 85% de la viande vendue dans les grandes surfaces françaises est une viande ignoble, d'élevage indigne, nourrie de façon abominable
et abattus dans des conditions que l'on sait. Donc merci à L214, ça les met toujours en colère quand je dis ça à Émeric Caron, merci de nous avoir montré et prouvé qu'il y avait une autre forme d'élevage, une autre forme d'abattage, une autre forme de consommation. Et je pense que cette idée fait son chemin. Je pense que alors la presse, à un moment donné, elle s'est emparée par humanitarisme, parce que j'adore, ce sont les humanistes qui vous disent on s'empare de la cause animale. Je pense que la souffrance humaine, telle qu'elle est aujourd'hui montrée par les médias dans le monde, sera toujours plus grave et plus tragique que la souffrance animale, que je respecte et que je partage. Mais il y a quand même des priorités. Il y a quand même aujourd'hui en France des gens qui vivent des situations infiniment plus tragiques que certains animaux, et ce n'est pas pour ça qu'il faut accepter la souffrance animale. Mais remettons les valeurs à leur place. Donc oui, les médias sont responsables d'avoir favorisé le véganisme, ils l'ont porté. Souvent les médias se trompent, même de candidats à l'élection présidentielle, et les journalistes quelquefois sont dans l'erreur, mais il y a aussi des journalistes qui viennent tout simplement constater humblement sur le terrain que l'être humain reste un être humain omnivore, que la consommation de la viande est constitutive de notre humanité, que si nous n'avions pas mangé de viande, nous ne serions pas la civilisation développée que nous sommes, et que l'avenir de la France, l'avenir de l'agriculture, l'avenir de la société passe impérativement au niveau de la paysannerie et de la santé de l'environnement par un élevage sain et une consommation de viande rationnelle, respectueuse de l'environnement, du producteur, de la souffrance animale et du consommateur. Et moi, je suis aujourd'hui très optimiste. À l'issue de cette crise et de cette polémique, je sais que le rétablissement de la consommation de la viande va devenir une réalité qui va nous permettre à tous de partager du bonheur autour de la table. Un quasi manifeste politique, là, Perico Lagas. Quelqu'un veut-il rebondir autour de la table? Pierre-Étienne? Bah, pourquoi pas. Et puis s'il y a des questions, je regarde les mains qui se lèvent pour vous repérer. Allez-y, Pierre-Étienne. Ouais, moi je dirais pas aussi facilement qu'il faut remercier L214. Enfin, on l'a beaucoup dit et je comprends ce que ça veut dire de remercier L214. Je comprends le fond du discours. Maintenant, L214, c'est une association de véganes, voilà, c'est sans ambiguïté, ils ne s'en cachent pas. Mais en fait, il faut voir aussi que le projet vegan est avant tout un projet politique. Et il y a quelque chose qu'on a vu cet été qu'on n'avait jamais vu avant, et on n'aurait pas vu ça il y a encore 2 ans ou 1 an. C'est par exemple L214 invité aux journées d'été d'Europe Écologie Les Verts. Et ça, c'est quand même la preuve que sur l'échiquier, le pion vegan fait son petit parcours. Et je crois qu'ils sont des pros de la com. Je pense que L214 a fait un sans faute depuis qu'on les connaît un petit peu. Ils sont très très forts là-dessus. Maintenant, ça reste un projet politique. Tout à l'heure, on parlait de végétarisme et de véganisme. Et en fait, on peut faire la définition du végétarisme comme étant, voilà, enfin, de manière très prosaïque, comme étant ceux qui ne mangent pas de viande, mais qui peuvent aussi manger du fromage, des produits laitiers. Il y a les végétaliens qui, eux, s'abstiennent uniquement de produits d'origine animale, alimentaire. Et puis les véganes qui, eux, tous les produits alimentaires et autres. On peut faire ce genre de définition. Il y a une définition qui me paraît plus pertinente, c'est présomptueux, mais en tout cas qui permet d'avancer un peu mieux, de mieux poser les éléments du débat, qui consiste à dire que végétariens et végétaliens ne peuvent pas porter un projet politique qui soit cohérent, en tout cas crédible, parce que du coup, ils ne portent pas en eux la cohérence pour porter un projet politique. Par contre, les véganes, on peut leur reconnaître au moins une chose, c'est d'être en adéquation entre leur idéologie et leur manière de consommer. Voilà. Donc, je pense qu'il y a... On peut être végétarien. Enfin, j'ai un ami qui est devenu végétarien pour des raisons de santé. Il s'est fait piquer par une tique. Je croyais que c'était pas possible, mais en fait, si, c'est possible. On peut développer des allergies après une piqûre de tique. Donc voilà, et les bouddhistes sont végétariens. Et végétariens, végétaliens, c'est des raisons souvent qui sont personnelles, c'est des démarches individuelles et qui sont, dans la majorité des cas, très respectables. Maintenant, le véganisme, c'est un projet politique, c'est un projet qui avance, qui fait son petit bout de chemin, qui avance quand même de manière furieuse, parce qu'il y a encore quelques années, on n'entendait pas parler. Et c'est un projet qui inspire une vision du monde qui, moi, m'effraie, parce que c'est une vision du monde où les hommes, pas uniquement les éleveurs, tous les hommes sont détachés des territoires et de toute la philosophie, et pas que la philosophie, qui en découle.
Merci Pierre-Étienne Roux. Fabrice Nicolino, Pierrico Lagasse. Le véganisme est une idéologie totalitaire, sectaire et agressive. Je ne vais pas utiliser d'autres ismes, mais pour moi c'est un isme. Et je l'assimile au pire isme qu'on a pu avoir. La preuve, c'est qu'ils peuvent passer à l'acte. Et alors L214 dit bien que c'est pas eux, mais il y a des gens qui passent à l'acte, physique et agressif. Et quand on discute avec eux, on n'est pas dans le débat, on n'est pas dans le dialogue. On est dans l'anathème. C'est-à-dire, nous sommes dans le camp du mal parce que nous mangeons de la viande et nous sommes irrécupérables. Et ils ont une vision du monde que je ne veux pas. Autant les végétariens sont des gens qui disent « je ne mange pas de viande », je les respecte. Et valtériens que nous sommes, nous donnerions notre vie pour que les végétariens puissent continuer à s'exprimer. Mais les végans sont des adversaires terribles avec lesquels, hélas, on ne peut ni discuter ni négocier. Donc je ne veux vous dire, je ne dédouane pas. Je dis seulement que ces images, c'est eux qui les ont montrées et qu'elles nous ont permis à nous tous de prendre conscience qu'il fallait faire quelque chose. Et grâce à ces images, il y a peut-être des solutions qui vont être apportées au problème de l'abattage et puis indirectement de l'élevage. Merci Perico Légas. Heureusement qu'il y a 45 minutes, j'ai dit que cette table ronde ne serait pas le procès du véganisme. Je ne voudrais pas qu'on verse seulement là-dedans, mais voilà, tout à fait, on est d'accord. L'élevage autrement, est-ce qu'il y a des questions dans le public? Oui, monsieur. Bonjour à tous. Je suis éleveur de chevaux. Alors effectivement, moi j'en mange pas, mais je suis obligé d'en faire abattre. Vous n'en parlez peu, même c'est très rare. Maintenant que ce n'est plus un meuble, c'est moi, tous mes chevaux sont faits pour être soit mis au travail ou soit être mis sous la selle pour faire le bonheur de ceux qui veulent faire des randonnées ou du sport. Mais malheureusement, j'élève aussi du trépois de vin mulassier. Et si les trépois de vin mulassier n'avaient pas été mangés à un moment ou à un autre, cette race serait disparue. Je pose seulement des questions au niveau de l'abattage. Comment allez-vous faire pour nourrir tout le monde si vous abattez vos animaux à la ferme? Qui transporte les animaux? Où allons acheter notre bonne viande? Les bouchers, on n'en aura plus besoin. Monsieur, vous pouvez vous mettre à la retraite anticipée. Et puis, voilà, s'il n'y a pas un mode de distribution autre qu'à la ferme, mais ma foi, il y a beaucoup de milliers de personnes qui ne pourront pas manger de viande. Moi, si, parce que je suis dans en Gâtine, et là, j'ai de la vache partenaise, donc là, pour moi, il n'y a pas de souci, mais voilà. Merci monsieur. La Gâtine, effectivement, c'est dans le nord des Deux-Sèvres, hein, berceau de la race partenaise. Qui veut répondre? Il y a 2 portes qui ont été ouvertes, une sur la viande de cheval. Alors je ne sais pas si quelqu'un s'inspire, l'un d'entre vous. Voilà, moi je veux bien. Quelqu'un veut intervenir sur ce point-là? Émilie Janin. Et puis l'autre, donc, sur les limites que pointe monsieur de ce que pourrait être le développement de l'abattage à la ferme. Et vous êtes pointé aussi, Marie Le Bourdonnec. Émilie Janin, pour commencer. Pas si marche. Ah si, pardon. J'ai pas peut-être été très claire tout à l'heure, mais en fait... le fait d'abattre à la ferme, que ça soit sur des petites unités à la ferme ou par mon projet en tout cas d'abattoir mobile pour bovins, etc., ça change rien à la suite de la distribution, c'est-à-dire que ça ne veut pas dire, moi en tout cas, et puis c'est pas pour le cas des collègues, qu'on ne va que vendre à la ferme. En tout cas, mon projet d'abattoir mobile, c'est juste on arrête de transporter les animaux vivants dans des camions et faire des centaines de kilomètres à des animaux. On transporte l'abattoir à la ferme. Ensuite, les carcasses, elles sont transportées. On travaille en collaboration avec des abattoirs de proximité qui sont tenus par des éleveurs et qui ont du mal à maintenir leur tonnage parce que les industriels leur font une pression de fou. Et donc, du coup, on va travailler en partenariat. Et on maintient des activités d'abattoirs de proximité sur le territoire. Et après, je veux dire, la logistique, c'est vraiment pas compliqué. Arrêtons de faire des faux problèmes. On va vendre à des bouchers comme Yves-Marie ou des collègues à lui. On va vendre à... Enfin, les circuits de distribution n'ont rien à voir. On change juste une chose, c'est qu'on arrête de transporter vivants des animaux et on bouge nos abattoirs. C'est tout. C'est pas plus compliqué. Yves-Marie Le Bourdonnec. Non. On m'entend pas. Si, on m'entend.
Alors non, moi je ne suis pas du tout d'accord avec monsieur, je ne vais pas encore prendre ma retraite, j'ai encore quelques années à faire et j'ai même 5 garçons et mes 2 aînés sont bouchers. Et je trouve qu'ils ont un brillant avenir dans cette profession. Pour la première fois, je pense, depuis, je le ressens moi depuis une petite dizaine d'années, ça fait 35 ans que je fais ce métier, pour la première fois, j'ai l'espoir que mon métier va se poursuivre dans la qualité. Moi, je me souviens des années 80 horribles où je devais me battre avec des confrères bouchers qui vendaient au moins cher, aux plus grandes quantités. C'était tant le kilo, et si vous en prenez 10, ça sera encore moins cher. Ça, c'était horrible. Ça, c'était pas possible de lutter contre ces gens-là. Aujourd'hui, au contraire, les gens veulent en avoir sûrement moins, mais ils veulent un produit de très bonne qualité. Ah pardon, je pensais que quelqu'un m'interpellait. Donc, non, mon métier est un métier d'avenir, de la façon dont je le pratique en tout cas. Et bien sûr, on va accompagner, nous, les éleveurs de races locales, les éleveurs qui font ces démarches d'abattage à la ferme, des petites unités de... Bien sûr, on va les accompagner et au contraire, notre métier est un métier d'avenir. Non, ne croyez pas, on va en manger moins et je pense qu'il faut qu'on continue à en manger moins. Hein, on s'offusque qu'aujourd'hui, je crois que c'est 12% en 10 ans de décroissance. Eh bien, il faudrait peut-être 50% de décroissance, mais de la bien meilleure viande. Donc, non, au contraire, on a un métier d'avenir. Oui, Pierre-Étienne Roux et Perico Lagasse. Le problème qui est soulevé est un problème extrêmement positif. L'abattage à la ferme, ou par abattage ambulant, en tout cas la production locale en caissette directement du producteur au consommateur, contourne effectivement l'artisan boucher de quartier. Mais ce ne sera que dans les territoires où il n'y a plus de bouchers, pour permettre aux habitants de ces territoires de pouvoir accéder quand même à une viande fraîche et de qualité. Il n'y a aucun problème. Le métier de Yves-Marie, il a plein d'avenir. Dans les zones urbaines, la consommation de viande rationalisée, moins mais mieux, ne fera que croître. Les gens consommeront moins mais de meilleure qualité et nous aurons de plus en plus besoin, au contraire, de vrais bouchers artisans professionnels pour nous proposer une viande de belle qualité. Dans les endroits où il n'y aura plus de boucherie, parce que le réseau social fait que le commerce de proximité est en train de disparaître dans les zones rurales, eh bien le consommateur aura la chance d'aller directement chez le producteur. Je crois que ces deux systèmes cohabiteront et qu'au contraire, cet équilibre fera que l'élevage va augmenter. Pour le cheval, c'est un problème culturel, c'est un autre. Mais là, je suis au contraire, vous aviez l'air inquiet, monsieur, je suis très optimiste. Je pense qu'au contraire, la cohabitation de ces deux systèmes favorisera la consommation de la bonne viande et le déploiement de l'élevage de qualité. Je veux dire aussi qu'on a beaucoup entendu les artisans bouchers qui ont eu très peur des éleveurs qui se sont mis à faire de la vente directe. J'en ai beaucoup entendu dans ma profession, c'était haro sur les éleveurs qui élevaient chez eux. Je leur disais, mais bande de cons, c'est parce que vous les avez abandonnés, vos éleveurs, qui font ça. Puisque vous ne vendez plus leurs produits, ils le vendent eux-mêmes. Alors, moi, je ne considère pas Émilie comme une concurrente. Au contraire, c'est une collègue, c'est une partenaire. Au contraire, et elle ne me considère pas comme un méchant boucher qui va lui piquer ses clients. Au contraire, nous, on va apporter une petite touche supplémentaire dans la découpe, un peu plus de finition. Et on a, bien sûr qu'Émilie va vendre sa viande moins cher que moi, puisque moi, je vais apporter un travail supplémentaire sur la viande. Mais c'est une plus-value aussi. Et donc, voilà, on va consommer différemment la viande, de façon différente, dans des quantités différentes, avec des approches différentes. Et c'est ça qui est formidable. Donc oui, on a un vrai avenir dans ce métier. Non, ouais, je voulais réagir par rapport quand même à ce propos que j'entends et que j'ai soutenu et que je soutiens encore à moitié. Enfin, qui consisterait à dire donc il faut manger moins de viande, mais une viande de meilleure qualité. Moi, j'aurais tendance aujourd'hui à penser qu'il faut plutôt manger ce que le territoire qu'on habite est en mesure de fournir. Et pour moi, le régime alimentaire d'un bosseron ne peut pas être le même, ou ne devrait pas être le même, que le régime alimentaire d'un montagnard, d'un béarnais par exemple, ou même d'un breton. Et je pense que l'équilibre alimentaire devrait s'imprégner des ressources d'un territoire. Et je pense que dans ces conditions-là, l'homme va renouer avec son territoire et il va arrêter un peu de pédaler dans la semoule et d'inventer
des concepts et de fantasmer. Et il va remettre les pieds sur terre. Et ça passera par une alimentation territoriale. Voilà, c'est ce que je pense. Merci Pierre-Étienne. Y a-t-il des questions? On a encore quelques minutes. Oui. Je vous apporte le micro, monsieur. Est-ce qu'il y en aura d'autres après? Théa. Oui, bonjour. Je voulais poser une question au boucher. Vous dites qu'il n'y a pas de concurrence entre la dame et vous. Et par contre, j'aurais voulu des éclaircissements à savoir d'où proviennent les carcasses que vous traitez, vous. Est-ce que ce sont les mêmes carcasses avec les mêmes origines que votre collègue? Parce que ça change tout au niveau de la valeur de la viande. Parce que si je dois être acheteur, je préfère acheter directement à la ferme, avec un coût moins élevé, de la bonne viande, que d'acheter sur un abattage important de la viande dont on ignore la qualité. Alors moi je travaille avec 12 éleveurs. Ces 12 éleveurs sont répartis entre la Bretagne, la Normandie, le nord de la France. J'ai un éleveur aussi en Auvergne et un autre à Carcassonne. Donc pourquoi j'ai une diversité d'éleveurs avec qui je travaille? Parce que je veux avoir différents types de produits. Je n'ai pas l'intention d'avoir qu'une seule sorte ou une seule race bovine ou un seul type de viande. J'aime bien avoir de la diversité. C'est comme un fromager qui veut avoir plusieurs fromages dans son magasin. Donc je veux proposer à ma clientèle, je suis un boucher parisien, on ne produit pas de viande intramuros à Paris, donc il me faut aller la chercher ailleurs. Donc oui, je travaille avec des éleveurs qui sont un peu partout en France. C'est des éleveurs, j'en ai rencontré d'ailleurs plusieurs ici qui sont de passage aujourd'hui. Je travaille avec de la jersaise, un petit peu de nantaise, chez Laurent Chalet ici, de la pinoire de temps en temps, de la salaire, de la gascogne. Voilà, et toutes ces races sont différentes, ont des goûts différents. Je les prépare de façon différente. Voilà. C'est pas une constatation, c'est que il y a très longtemps en France, il y avait des vaches dans toute la France. Et après-guerre, on a dit telle région, ça sera de l'élevage, telle région des céréales, telle région. Mais les races, en fin de compte, elles pourraient être dans toute la France. Hein. Alors, il y a des spécificités. Et ce que je voudrais souligner, c'est que les vaches et les animaux en général sont au pré. Et les prés, les pâtures, on en a besoin pour notre environnement. Et c'est très important. Perico Lagas veut... Je pense qu'ici, la fête de la vache nantaise, votre propos s'inscrit complètement dans l'état d'esprit. Excellente question qui est à l'origine de la confusion qu'il y a eu dans la tête du consommateur et des producteurs. Pour des raisons de financiarisation de l'agriculture, on a décrété, et le syndicat FNSEA en tête, que le bon Dieu avait fait des races à viande et des races à lait. La connerie absolue. Une race, elle est mixte par définition. Et la vache est un mammifère herbivore. Point. On a décrété que donc l'ouest de la France, majoritairement, serait destiné à la production laitière. Donc les cheptels bovins de l'ouest de la France, le bocage, Normandie, Bretagne, Poitou, seraient essentiellement destinés, à part quelques exceptions, à faire de la race à lait, pour faire du lait et des produits laitiers, du fromage. Et que donc, lorsqu'on continue quand même à consommer de la viande, on a décrété que des races comme la nivernaise, comme la limousine, comme la charolaise, et ensuite on a inventé des races comme la blonde d'Aquitaine, qui sont des races inventées dans des éprouvettes monstrueuses, ça serait des usines à viande. La charolaise et la limousine sont des races à trait au départ. L'Aubrac et la Salaire sont des races laitières et de races de trait. Donc on a fait en sorte que ces races de montagne ou de partie continentale deviendraient des races à viande. Il s'avère qu'elles ne sont pas sur des territoires où l'herbage est majoritaire, puisque l'herbage, il est dans la partie ouest de la France. Donc on a dit, pour compenser l'herbage qui n'est plus disponible, mais qu'il faut quand même nourrir avec des matières qui donnent la matériance, on a nourri à la céréale. Donc longtemps, ces vaches ont été finies à la céréale ou nourries à la céréale, avec des millions d'hectares de maïs pompeurs d'eau pour faire de la mauvaise viande.
Et puis comme la céréale un jour a explosé, on a importé des pays d'Amérique du Sud, le Brésil et Argentine, du tourteau de soja qui plus est OGM. Voilà, on en est aujourd'hui parce qu'un jour quelqu'un a décrété qu'il y avait des races à viande et des races à lait. Donc la mixité est une des solutions du retour à une équation et c'est d'une logique économique formidable. Vous dites à l'agriculteur et à l'éleveur, tu as deux sources de débouchés. Première partie de la vie de la vache, production laitière. Elle fait des veaux, elle est réformée, elle a une carrière bouchère. Donc avec le même animal, pour les races qui sont mixtes, et on a vécu comme ça en France pendant des années, il y a double source de rendement. La première, c'est la vocation laitière, la deuxième, c'est la vocation léchère. Et on a vécu comme ça pendant des décennies, jusqu'au jour où on a inventé les filières parce qu'il fallait industrialiser. Des filières à viande et des filières à lait. Donc votre question est tout à fait légitime. Il y a la normande, la jersiaise, la nantaise, toutes ces races qui existaient. Elles avaient localement une première destination laitière et ensuite, elles broutaient de l'herbe, elles continuaient à nourrir après avoir fait des veaux et elles partaient à l'abattoir et elles faisaient une viande excellente. On a aussi la viande qui n'est pas forcément de réforme, qui fait la bonne viande. Mais voilà, on respectait le processus naturel. L'industrialisation avec la filiérisation, race à viande, race à lait, est à l'origine de la crise que l'on a aujourd'hui et chez les laitiers qui sont ruinés et chez les producteurs de viande française qui ne s'en sortent pas. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, qu'une consommation éthique, de qualité, avec une dimension environnementale, qualitative et sanitaire, est la voie par laquelle tant les éleveurs bovins que les bouchers pourront retrouver une activité qui sera rentable et qui permettra à tous les consommateurs d'avoir de la bonne viande. Merci Perico Lagasse. Une autre main se lève. Ça sera parmi les dernières questions parce qu'il va bien falloir conclure comme il y a une autre table ronde après. Monsieur. Je vous remercie. Vous m'entendez? Oui, c'est bon. Là. C'est bon? Oui, c'est bon. Une réflexion qui m'est difficile de formuler parce que je ne voudrais pas que ça soit mal interprété. Je suis dans la région, en vente directe, éleveur bio, et j'ai un cas de conscience que le groupe qui réfléchit, ça fonctionne là. Je suis aussi partie qui est... Avancez, parce que autrement, ça va être complètement haché et on ne va pas vous entendre. C'est bon ici? Oui. Donc oui, je fais partie d'un groupe qui est en réflexion sur l'abattage à la ferme, pour les raisons que vous avez évoquées, et je trouve que, enfin, on est dans cette démarche-là. Il y en a une autre, justement, qui peut être sujet à polémique et qui m'interroge, c'est celle de l'abattage rituel. C'est-à-dire que dès l'instant où on aura résolu ce problème-là, je suis assez confiant aussi pour que, comme vous le disiez, grâce à L214 et au poids médiatique qu'il donne à des démarches comme les nôtres, ça puisse se généraliser, se posera un autre problème de l'abattage confessionnel, donc l'abattage rituel, à la ferme, qui lui, lorsqu'on parle de souffrance animale, est aussi autre. Alors, c'est pour ça que c'est assez difficile de formuler ma question, puisque je suis dans la gradation de la souffrance. En gros, l'abattage rituel, c'est on tranche la gorge de l'animal qui meurt en quelque sorte au bout de son sang. Là, c'est un peu technique, excusez-moi. Et l'autre, c'est l'abattage traditionnel aujourd'hui qu'on connaît dans les abattoirs français pour la plupart. C'est le matador qui assomme l'animal. La communauté musulmane en France est importante. Elle consomme de la viande, beaucoup. Et quelles sont vos positions là-dessus, sachant qu'aujourd'hui commence... en région parisienne et ailleurs, il y a une boucherie qui est en train de se monter à Nantes en ce moment, une boucherie halal qui communique sur la viande halal et bio. Je voulais un peu connaître vos positions là-dessus et savoir comment on allait pouvoir graduer cette résolution, enfin ce problème-là. Merci de cette question. Perico Lagasse et puis Émilie Janin ou Pierre-Étienne. Question à risque. Sujet sensible, on va y aller prudemment. L'abattage halal est illégal et anti-républicain. C'est une honte que la République française tolère ça sur son territoire. Voilà, il n'y a pas d'autre explication. J'assume.
J'assume cette affirmation et je considère que les abattoirs halal sont hors la loi et que les gens qui le pratiquent méritent la prison. Nous sommes dans une société laïque, la souffrance animale, et j'aurais voulu qu'elle 214, au lieu d'aller faire des scandales devant les hôtels 3 étoiles qui vendent du foie gras, aille devant les abattoirs halal et les boucheries halal pour dire que ça, c'est de la barbarie. Voilà. C'est une opinion, hein, c'est une opinion. Mais les lois sont ainsi faites, ou alors on change les lois de la République française. La souffrance animale est sacrée, l'abattage halal est un abattage barbare, il n'a rien à faire en France. Réponse courte et réponse claire. Est-ce qu'il y a plus de nuances chez l'un ou l'autre des intervenants qui veut s'aventurer sur ce sujet-là? Émilie Janin. Walou? Oui, heureusement qu'il était très prudent dans sa réponse. En fait, il se pose aussi des problèmes, on va dire, de boucher. Enfin, selon les croyances, j'y connais pas grand-chose, mais c'est clair que quand je réfléchis à mon projet d'abattoir mobile, j'investis pas de l'argent et énormément de montants bénévoles depuis quelques temps, là, pour faire un camion d'abattage mobile, pour faire de l'halal ou du kasher. C'est hors de question. Beaucoup de paysans enfin, voilà, peuvent partager ce que je viens de dire, sauf que certains peuvent être coincés quand ils sont dans l'élevage mouton, par exemple, avec les fêtes de l'Aïd, etc. Enfin bon, bref, c'est compliqué. Ce qu'on s'aperçoit, et moi, là où ça me choque, c'est ce qu'on s'aperçoit quand j'étais aux différentes réunions au ministère, c'est que au moment de l'Aïd, par exemple, il y a des autorisations d'abattage temporaire dans des lieux qui sont du coup agréés abattoirs temporaires, parce que c'est l'Aïd et que c'est ce moment-là. Donc on préfère, là, pour ces 3-4 jours dans l'année, les règles sanitaires ne s'appliquent pas pour tout le monde, et puis c'est normal. Bon voilà, moi je trouve ça dommage. Quelque part, c'est aussi dire, ah bon, donc du coup on se permet de prendre des risques, entre guillemets, pour ces consommateurs et pas pour les autres. Enfin bon bref, il n'y a aucune logique, c'est incompréhensible. Après, il y a des choses, par exemple, ils vont très vite, a priori, ils gagnent du temps quand ils font du halal. Et par défaut, il y a beaucoup d'animaux qui sont abattus halal sans être étiquetés halal ou identifiés abattage halal, parce que ça permet ensuite aux vendeurs de viande, qui ne sont pas forcément les mêmes que les abatteurs, de pouvoir placer cette viande sur des marchés halal ou sur des marchés traditionnels. Alors là, il y a des associations comme la FAD, l'association en faveur de l'abattage des animaux dans la dignité, qui luttent énormément, qui nous rejoignent et qui nous rejoignent souvent lors de réunions abattoirs à la Confédération paysanne, et qui sont surtout des consommateurs et qui exigent et qui demandent un étiquetage clair déjà, au moins cette chose-là. Pour l'instant, ils ont eu des oreilles restées complètement bouchées dans les ministères. Mais voilà, il y a des consommateurs qui ont envie d'avoir cette information. Les éleveurs, j'en ai vu beaucoup d'éleveurs qui étaient en pleurs en découvrant que leurs animaux avaient été sacrifiés halal ou kasher. C'est d'une violence extrême. Pour l'instant, effectivement, il y a une chape de plomb et c'est l'omerta sur ce gilet. Il va falloir le mettre sur le devant de la scène et puis en discuter, parce que ce n'est pas de pousser les poussières sur le tapis qui solutionne les choses, quoi. Il faut aborder les sujets, il faut en traiter, il faut en débattre. C'est un sujet de société. Merci beaucoup, Émilie Janin. On va devoir en rester là. On pourrait ouvrir plein de portes et puis passer tout l'après-midi ensemble, mais on est tenu par des horaires. Alors, je terminerai en donnant la parole à Fabrice Nicolino dans un instant. Je voudrais d'abord que vous applaudissiez et remerciez nos 5 intervenants. Pierre-Étienne Roux, j'ai fait de la publicité, son bouquin s'appelle Végano-sceptique, regarde un éleveur sur l'utopie végane, c'est aux éditions Dauphin. Vous pouvez trouver 2 articles sur Internet, le premier qui fait référence à ce livre, qui a été publié par Reporter, et puis cette tribune dans Libération qui remonte à début août 2018, donc il y a quelques semaines, sur le lien entre les territoires et leurs consommateurs. Allez les lire. Émilie Janin, donc c'est le boeufethique.com pour suivre l'avancée de votre projet d'abattage à la ferme. Perico Lagasse, prochain numéro de Marianne, c'est quand? Le prochain numéro de Marianne est vendredi prochain. Alors, dans le numéro suivant, je raconterai ce que j'ai vu, ce que j'ai entendu. Voilà. Yves-Marie Le Bourdonnec, vous, votre mission à la Fête de la Vache Nantaise n'est pas terminée, parce que je crois qu'à l'Amphithéâtre des Saveurs, vous intervenez. L'Amphithéâtre des Saveurs, vous savez, c'est ce lieu très joli où des cuisiniers, des bouchers travaillent les produits en direct sur une scène comme ici. Et puis Fabrice Nicolino, je termine avec vous.
en rappelant que vous avez un blog qui s'appelle fabricenicolino.com avec un tiret entre votre prénom et votre nom. Ça s'appelle Planète sans visa, le titre du blog. Ça dit beaucoup de choses. Je termine avec vous parce que tout à l'heure, lorsqu'on s'est vu, vous m'avez présenté ce petit coquelicot rouge sur lequel il est écrit « Stop pesticides ». Vous allez en entendre parler la semaine prochaine, à partir de mercredi. Et je voudrais, Fabrice Nicolino, que vous nous dites pourquoi on va en entendre parler et ce qui se cache derrière ce petit symbole. Bon, merci, je ne sais pas du tout, c'était pas du tout préparé. Il se trouve que j'ai déjeuné rapidement avec Yves et qu'on a parlé de cette histoire. Oui, en 2 mots, je vais être très rapide, parce que je veux pas, on ne parle pas d'élevage en l'occurrence, mais on lance un appel très important pour nous. En tout cas, nous, c'est un petit groupe. On a créé une association qui s'appelle Nous voulons des coquelicots. Et on lance un appel très important à partir de mercredi prochain, très important parce qu'il va peut-être durer 2 ans et qu'on vise le soutien de 5 millions de personnes en France, qui est énorme. Donc un appel va être publié mercredi prochain pour l'interdiction de tous les pesticides en France. C'est une sorte de sursaut, on espère un sursaut de la société française pour obtenir cette interdiction sans laquelle, à notre avis, et peut-être selon vous également, il n'y aura plus bientôt aucun oiseau dans ce pays. Donc, je parle des oiseaux, je pourrais évidemment parler des abeilles, des pollinisateurs, et je pourrais aussi parler de la santé des humains qui se dégrade dangereusement à cause de cet empoisonnement universel par les pesticides. Donc c'est une affaire compliquée, mais je vous invite simplement à écouter la petite musique qui va commencer mercredi. Il y aura un site internet qui s'appelle nousvoulonsdescoquelicots.fr. Vous pourrez vous y rendre dès mercredi et j'espère que vous entendrez notre appel. Voilà, merci beaucoup. Merci.